Theresa May, de retour devant les parlementaires, la première ministre britannique défend le report du Brexit négocié dans la nuit de mercredi à jeudi avec Bruxelles. Une page se tourne pour Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks a été arrêté ce matin par la police britannique dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Scène de liesse dans la capitale soudanaise. Après 30 ans au pouvoir, le président Omar el-Béchir aurait été forcé de démissionner selon un chef de l'opposition. L'armée doit faire une annonce importante. Troisième victoire judiciaire d'un agriculteur français face à Monsanto. Paul François appelle les politiques à prendre leurs responsabilités concernant l'utilisation des pesticides. Après les sourires à Bruxelles, retour un peu moins chaleureux devant les parlementaires pour Theresa May. Elle doit se justifier après avoir obtenu une extension plus longue qu'elle ne le demandait. Si elle souhaitait un report du Brexit jusqu'au 30 juin, le Royaume-Uni devra se contenter du 31 octobre, sauf si un accord de sortie est signé entre-temps. Les choix qui s'offrent à nous sont difficiles et le calendrier est clair. Je crois que nous devons maintenant poursuivre nos efforts pour parvenir à un consensus sur un accord qui est dans l'intérêt national. Je me réjouis des discussions qui ont eu lieu avec l'opposition au cours des derniers jours et des autres pourparlers qui reprennent aujourd'hui. Ce n'est pas la façon normale de faire de la politique et c'est inconfortable pour bon nombre de députés, tant du côté du gouvernement que de celui de l'opposition. Pour l'opposition, cette offre du bloc européen constitue bien un nouveau camouflet pour Theresa May. Jérémy Corbyn, le leader du Parti travailliste, a repris ses attaques contre le gouvernement. Cela s'est produit seulement 3 semaines après que la Première ministre eut dit à la Chambre qu'elle n'était pas prête à retarder le Brexit plus longtemps que le 30 juin. Cette deuxième prolongation, en l'espace de 2 semaines, représente non seulement un échec diplomatique, mais elle traduit la mauvaise gestion par le gouvernement de tout le processus du Brexit. Si les Britanniques parvenaient à faire ratifier le traité du divorce avant la fin octobre, le Brexit serait effectif le premier jour du mois qui suit. La porte de l'Union européenne n'est pas encore fermée, mais Bruxelles a bien l'intention de ne pas la rouvrir après le 31 octobre. Christine Lagarde s'est félicitée du report du Brexit au 31 octobre, décidé la veille lors d'un sommet de l'Union européenne. La directrice générale du FMI salue le délai supplémentaire accordé à Londres pour sortir de l'impasse. Un feuilleton qui embarrasse le Royaume-Uni et Bruxelles depuis le référendum il y a bientôt 3 ans. Cela supprime le risque d'un Brexit sans accord au 12 avril. Il est évident aussi que l'incertitude persiste et que rien ne se résout, même avec un report. Mais en termes de conséquences économiques, le Brexit sans accord aurait été un résultat terrible. 3 fois, les députés britanniques ont rejeté le traité de retrait négocié par Theresa May avec Bruxelles. La première ministre a demandé à l'UE de repousser le Brexit, d'abord prévu le 29 mars, puis le 12 avril. Julian Assange est inculpé de piratage informatique par les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks a été arrêté ce matin à Londres, dans l'ambassade d'Équateur, où il était réfugié depuis 2012. Plus précisément, selon l'acte d'inculpation américain qui était jusqu'ici sous scellé, l'Australien est accusé d'avoir aidé l'ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder sur un ordinateur à des milliers de documents classés secret défense. Le président équatorien Lénin Moreno a justifié cette levée du statut protégé de Julian Assange en l'accusant d'ingérence et d'un comportement discourtois et agressif. Julian Assange a été présenté au tribunal de Westminster ce jeudi après-midi, celui-là même qui avait délivré contre lui un mandat d'arrêt en 2012. Les États-Unis réclament désormais son extradition pour pouvoir le juger. Selon le département d'État américain, à la justice, il ne risque pas plus de 5 ans de prison pour les faits dont il est accusé. C'est dans les heures qui ont précédé son arrestation que son statut de réfugié diplomatique lui a été retiré par le président équatorien. Dès lors, tout s'est enchaîné rapidement pour Julian Assange. Arrestation, révélation des chefs d'inculpation américains, comparution. Héros de la démocratie pour les uns, anarchiste manipulateur pour les autres. On peut dire que l'arrestation de Julian Assange ne laisse personne indifférent. On ne peut pas le contester. Wikileaks, le site d'information qu'il a créé, est désormais un modèle pour tous les lanceurs d'alerte et un acteur au poids politique imparable.
Julian Assange, en quelques années, est devenu l'ennemi juré des gouvernements et des chancelleries. Écoutez par exemple Jeremy Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères. Julian Assange n'est pas un héros, il a caché la vérité pendant des années et des années, et il est juste que son avenir se décide au sein du système judiciaire britannique. Ce qui est arrivé aujourd'hui est le résultat d'années de diplomatie prudente de notre pays. Et ce n'est pas Julian Assange qui est pris en otage à l'ambassade d'Équateur, c'est bien Julian Assange qui tenait l'ambassade d'Équateur dans une situation qui leur était absolument intolérable. Tout autre son de cloche, bien sûr, du côté d'Edward Snowden, qui parle d'un jour sombre pour la liberté de la presse. En exil en Russie, depuis ses révélations sur l'agence de surveillance américaine NSA, le lanceur d'alerte met en cause l'Équateur, qui a révoqué un asile qui était légitime selon lui. Enfin, côté russe, le porte-parole du Kremlin a déclaré espérer que les droits de Julian Assange allaient être respectés. Le ministère des Affaires étrangères est allé plus loin en disant que la main de la démocratie étranglait la liberté. Au Soudan, Omar el-Béchir a été destitué. L'annonce a été faite en début d'après-midi par le ministre de la Défense qui a précisé que le président déchu se trouvait entre les mains de l'armée. Le pouvoir appartient désormais à un conseil militaire de transition. L'état d'urgence a été instauré pour 3 mois avec interdiction de manifester. Depuis ce matin, la rumeur d'une destitution d'Omar el-Béchir ne cessait d'enfler et un sentiment de joie flottait dans les rues de Khartoum. La capitale était le théâtre de manifestations depuis près de 4 mois. Des rassemblements pacifiques organisés d'abord pour dénoncer la hausse du prix du pain, puis pour demander la fin du régime en place. Et ces derniers jours, la pression s'était accentuée contre le président à la tête du pays depuis 30 ans. Omar el-Béchir avait pris le pouvoir en 1989 grâce à un coup d'État. Depuis 10 ans, il était visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, notamment pour crimes contre l'humanité au Darfour. Et c'est donc sous la pression populaire qu'il a été lâché par l'armée. L'armée qui s'est à présent emparée du pouvoir. Les meneurs de la contestation ont rapidement réagi dans l'après-midi en rejetant ce qu'ils appellent le coup d'État du régime. C'est une 3e victoire judiciaire pour l'agriculteur français Paul François dans le long combat qu'il mène face à la firme américaine Monsanto, filiale du groupe allemand Bayer. Cet homme a été intoxiqué en 2004 par un désherbant. En ouvrant une cuve au cours d'un épandage, il avait inhalé des vapeurs de l'assaut. Il souffre depuis de graves troubles neurologiques et a été longuement hospitalisé. Ce jeudi, Monsanto a été reconnu responsable par la Cour d'appel de Lyon du dommage causé à cet homme. Elle a précisé avoir pris cet arrêt sur le fondement de la responsabilité du fait de produits défectueux, comme réclamé par la Cour de cassation. Dans son arrêt, la Cour reproche à Monsanto de ne pas avoir apposé sur l'étiquetage et ou l'emballage du produit une mention sur la dangerosité spécifique des travaux dans les cuves et réservoirs. On a gagné. Bayer Monsanto viennent d'être condamnés pour la 3e fois. La responsabilité de Monsanto est retenue par une juridiction française, la Cour d'appel de Lyon, qui a rendu une décision extrêmement motivée, a écarté chacun des arguments invoqués par Monsanto, méthodiquement. Et donc c'est une grande victoire aujourd'hui pour Paul François, pour les victimes des pesticides. Comme attendu, elle n'a pas statué sur d'éventuels dommages et intérêts qui feront l'objet d'une procédure distincte devant le tribunal de grande instance de Lyon. Elle a en revanche condamné Monsanto à verser 50 000 € de frais d'avocat à l'agriculteur. Maître Jean-Daniel Bretzner, l'avocat de Monsanto, regrette cette décision. Il renvoie la responsabilité sur le producteur Monsanto Europe, insistant sur le fait que Monsanto France n'a jamais rien produit. Il n'exclut pas un pourvoi en cassation. Paul François avait déjà obtenu gain de cause en première instance en 2012 et en appel en 2015. Mais Monsanto s'était pourvu en cassation avant que l'affaire soit de nouveau examinée devant la Cour d'appel le 6 février. La décision de la Cour d'appel de Lyon marque un tournant en Europe où c'est la première fois qu'un plaignant obtient gain de cause contre le géant de l'agrochimie. Et l'affaire pourrait bien faire boule de neige. L'association Phytovictimes, créée par l'agriculteur français, a déjà recensé 400 cas similaires. Et Paul François espère bien que sa bataille pourra en inciter beaucoup d'autres à suivre son exemple. Et même si les avocats de Monsanto font encore une fois appel, l'affaire porte un nouveau coup au groupe Bayer, dont le rachat de Monsanto l'an dernier s'avère pour le moins embarrassant. La firme, qui vient de perdre 2 procès retentissants aux États-Unis contre des plaignants intoxiqués au Roundup, produit phare de Monsanto à base de glyphosate, est aussi confrontée à plus de 11 000 plaintes similaires sur le seul territoire américain.
Des centaines d'Européens ont quant à eux signé une pétition demandant à l'Union européenne d'interdire les pesticides jugés toxiques, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. Et si les utilisateurs de telles substances décident d'emboîter le pas à Paul François, cela pourrait à terme coûter très cher au leader mondial du secteur. Valérie Goria, Euronews. La France sera probablement la seule à voter contre l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis lundi à Bruxelles, alors que tous les autres États membres n'ont approuvé le principe ce jeudi. L'Élysée a rappelé le refus du président Emmanuel Macron de tout accord commercial avec un pays non signataire de l'accord de Paris sur le climat. Pascal Canfin, le numéro 2 de la liste La République en marche aux européennes et ex-directeur de WWF France, a salué une décision politique forte. C'est la première fois qu'un chef d'État s'oppose à l'ouverture d'une négociation commerciale au nom du climat, s'est-il félicité. La France a pourtant obtenu un certain nombre d'avancées dans des discussions préalables, mais elle estime que le compte n'y est pas. Elle juge que Donald Trump continue à exercer une forte pression commerciale en refusant notamment de réviser ses taxes sur l'acier et l'aluminium et en menaçant d'imposer des taxes sur l'automobile. C'est dans une ambiance tendue jeudi après-midi que le Parlement français a définitivement adopté le projet de loi Pacte sur la privatisation d'Aéroports de Paris. Les députés ont adopté le texte par 147 voix et 50 contre. Un large vote selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui voit un signal très fort de la détermination du gouvernement à poursuivre la transformation de l'économie. Mais le projet est largement critiqué par l'opposition qui voit un texte fourre-tout sur des sujets très variés. La privatisation ne manquera pas de s'accompagner d'une probable purge des effectifs et d'une dégradation des conditions de travail et de rémunération. Néfaste pour les investissements aéroportuaires et la sécurité des infrastructures, qui seront sacrifiés au profit de la rentabilité à court terme recherchée par l'actionnariat. La loi Pacte fait aussi l'objet d'un référendum d'initiative partagée. Près de 250 parlementaires, de la France insoumise aux Républicains et avec le soutien du Rassemblement national, ont sorti pour la première fois la carte d'un RIP pour tenter d'empêcher le gouvernement de vendre la poule aux œufs d'or. Plusieurs obstacles devront toutefois être levés pour que cette procédure complexe introduite dans la Constitution en 2008 ait une chance d'aboutir à une consultation des Français. Nombre d'opposants au projet voient en lui un cadeau à Vinci. L'État s'est résolu à vendre sa participation de 50,63% dans les ex-aéroports de Paris. Aval et ADP ferait de Vinci non seulement le numéro 1 mondial du BTP, mais aussi le premier groupe aéroportuaire. Elles ont volé dans le ciel de Paris pendant plusieurs minutes. Les 16 statues de la cathédrale Notre-Dame ont été décrochées de la flèche de l'édifice en vue de leur restauration. Elles partiront 2 par 2 à Périgueux en Dordogne où elles seront examinées puis restaurées. Pendant ce temps, les 14 autres seront exposées dans le cœur de la cathédrale, l'occasion pour les visiteurs de découvrir ces œuvres de cuivre de 3 mètres de haut, pesant environ 250 kg chacune et qui représentent les 12 apôtres et les 4 évangélistes de la Bible. L'opération spectaculaire et rarissime a fait l'animation dans ce quartier très touristique de la capitale française. Les statues seront remplacées en 2022 et il se pourrait qu'elles aient changé de couleur, délaissant leur vert de gris si reconnaissable pour retrouver la couleur bronze d'origine.